Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce premier 7-8 Sport de l'année 2018. Le magazine est consacré, comme vous le savez, à l'actualité sportive du département. C'est parti pour le sommaire. Football, où le petit poussé de la Coupe de France a été éliminé par Concarneau, club de National 1 en 32e de finale de la compétition. Les Yvelinois se sont inclinés 3-0. Nous les avons suivis pendant 48 heures. Reportage à suivre. Basket, on joue également en Coupe de France ce week-end. Le Chénet-Versailles a frôlé l'exploit contre les espoirs de Chalon-Reims. Les Yvelinois ont perdu 83-81 dans les toutes dernières secondes. Retour sur cette élimination dans quelques instants. Découverte, nous vous proposons aujourd'hui de prendre de la hauteur avec Louis Boniface. Ce jeune verriérois n'hésite pas à défier la gravité en faisant de la slackline, un sport proche du funambulisme où les sensations fortes sont garanties. Nous le recevrons dans quelques instants. Coup de projecteur à présent sur les principaux résultats du week-end dans le département. On commence donc par du football et les 32e de finale de la Coupe de France. Le petit poussé de la compétition où il n'a pas réussi à créer l'exploit ce week-end contre Concarneau. Une équipe qui évolue en National 1, 5 divisions au-dessus des Yvelinois. Les pensionnaires de Régional 3 se sont inclinés 3-0 à domicile devant plus de 2000 spectateurs. Retour sur ce rendez-vous historique, un montage de Jules Greneville. Jeudi 4 janvier à 19h, l'atmosphère de la Coupe de France commence à envahir Houille. Le club qui évolue en R3 est officiellement désigné petit poussé de l'épreuve à moins de 48 heures de son 32e de finale contre l'équipe de National 1 Concarneau. Les joueurs ont reçu de la part des sponsors des maillots collector, symbole sur le terrain du statut de plus petite équipe encore engagée dans la compétition. Le système de points c'est fait au nombre de surprises réalisées pour en arriver jusque-là. Nous avons éliminé 3 équipes qui étaient 2 divisions au-dessus. Et il semble que nous l'ayons donc mérité. Une fois les maillots distribués, les joueurs se sont rendus directement au stade Maurice Baquet, futur théâtre de son 32e de finale, pour effectuer un dernier entraînement. Merci, plus de rouge. L'occasion pour l'entraîneur de rassurer ses joueurs avant ce match historique. L'équipe de Concarneau évolue 5 divisions au-dessus des Yvelinois. On joue une montagne, pourquoi vous voulez qu'on stresse? On risque rien. On part de loin, on est très loin de Concarneau. Si vous voulez que je vous dise de plus, il ne faut pas se mettre la pression. On est très loin de Concarneau, c'est une grosse équipe. Vous voulez que je vous dise quoi de plus? On se prépare, on se fait plaisir et on verra bien de toute façon. On n'a rien à perdre, nous. Samedi 6 janvier, 14h30, jour de match, les 2000 supporters prennent place en tribune. Dans les vestiaires, concentration maximale à quelques minutes d'entrée sur la pelouse. Et soyez solidaires les uns et les autres. Ça va être dur et c'est normal. Une fois sur le terrain, la différence de niveau se fait ressentir. Concarneau marque 2 buts dans les 15 premières minutes dans une ambiance électrique. 2-0, ce sera le score à la mi-temps. C'est très compliqué, on a fait une entame de match très compliquée. Je les ai sentis tendus, pas comme d'habitude, mais ça fait partie du sport. Une entame de match compliquée qui ne décourage pas les supporters présents au stade pour le premier 32e de finale du club depuis 1940. Un match, ça joue 90 minutes, donc tant que le coup de sifflet final il n'est pas sifflé, on peut toujours y croire. Après, je pense qu'il faut être réaliste un petit peu, et je pense que Concarneau joue tranquillement pour l'instant. Bien sûr, j'y crois encore. C'est le hack et je suis une garde de Houille, on y croit bien sûr. Sinon, je serais déjà rentré chez moi. Au retour des vestiaires, pas de miracle, Houille ne reviendra pas. Concarneau marque même un 3e but par l'intermédiaire d'Idaza à la 84e minute pour mettre fin à l'épopée des Yvelinois. Score final 3-0. C'est vrai. C'est du football, c'est vrai. C'est du football, c'est vrai les gars. Déçu de la physionomie du match parce qu'en première mi-temps, je pense qu'on les a trop respectés et après en deuxième, on a été plus haut, on a montré qu'on avait un peu de qualité, mais bon, c'est le football, c'est comme ça. Après cette parenthèse Coupe de France, Houille devra replonger rapidement dans le quotidien du championnat de R3 où ils occupent la dernière place. Prochain match dimanche 14 janvier sur le terrain de Choisy-le-Roi. On continue à parler de Coupe de France, mais cette fois-ci en basket dans le chaudron de Rémilly. Le Chénet-Versailles qui évolue au niveau régional n'a pas réussi à renverser les espoirs de Chalon-Reims en 32e de finale. Les Yvelinois se sont inclinés à la dernière seconde 83-81 dans une fin de match à suspense. Retour sur cette rencontre avec Nicolas Dandry. Il reste 9 secondes dans ce dernier quart-temps. Versailles et Chalon-Reims sont dos à dos. Dernière possession pour les espoirs rémois. Les Versaillais doivent défendre pour créer l'exploit. Dernier rebond favorable à Chalon, Versailles s'incline 81-83. Ouais, ça fait mal parce que j'aurais préféré perdre de 10-15 points plutôt que
que comme ça sur un dernier tir. Vous savez, c'est toujours embêtant de perdre. Les deux équipes sont vraiment venues pour jouer. Cette équipe, c'est une bonne et jeune équipe. Elle est bien entraînée. Ils étaient vraiment préparés pour gagner. Le Chesnay-Versailles a débuté ce match avec un avantage de 21 points face aux jeunes espoirs de Châlons-Reims, équipe évoluant en Pro A. Les Yvelinois ont tenté de maintenir cet écart, mais les approximations techniques face à la vitesse des Rémois permettent aux visiteurs de revenir à un point des Versaillais, 47-46. On avait à cœur de montrer vraiment une meilleure prestation que ce qu'on avait fait en première mi-temps, où on avait perdu beaucoup de ballons et où on avait un petit peu tergiversé sur nos choix. Après, voilà, en deuxième mi-temps, on a eu un sursaut d'orgueil. Ça ne nous a pas permis de créer un gros écart, même si à un moment on est encore à +8. Soutenu par un public venu en nombre, le Chesnay-Versailles reste à hauteur. Présent au rebond, au contre et avec plus de réussite au tir, les Versaillais reprennent même 8 points d'avance à 3 minutes de la fin du quatrième quart-temps. Le score 81-73. Et on était prévenus, on savait qu'effectivement ça va être une belle équipe avec un secteur intérieur dominant. En face, il y avait des très bons joueurs avec également de l'expérience, plus de maturité. Cette maturité va permettre aux joueurs du Chesnay-Versailles de rebondir en championnat de Régional 2 après cette première défaite de la saison. Un mot de course à pied à présent. Le premier marathon des Yvelines s'est tenu ce dimanche matin à Cernay-la-Ville. Plus de 300 participants ont pris le départ de cette 5e édition dans la commune, malgré une météo capricieuse. Un reportage de Nicolas Dandry. Il ne fallait pas être frileux pour cette 5e édition du marathon de Cernay-la-Ville. Les coureurs ont fait leur échauffement dans le gymnase. Durant la course, une moyenne de 5 degrés Celsius, un vent assez fort. Les conditions de ce marathon organisé en hiver. Quand on organise une course en été, on pense avoir du beau temps et on n'a pas toujours du beau temps. Tandis que quand on organise en hiver, on ne s'attend pas à avoir du beau temps et on n'a pas du beau temps. Le sportif n'attend pas simplement de courir, mais il attend des challenges. Et le challenge qu'on leur propose, c'est de courir tout de suite après les fêtes, après les bulles du jour de l'an et de venir directement en bonne résolution sportive. Avec un départ rapide à travers les villages de Bullion et la Selle-les-Bordes, Gaspard Fonbonne, vainqueur des 3 dernières éditions, creuse l'écart avec ses 2 poursuivants. David Wamster et Didier Subilo ont terminé 10 minutes derrière Gaspard. Il cavale tout seul avec un temps de 2,40, donc c'est vraiment énorme. Là, c'est un autre niveau après. Pour gagner 10 minutes, il faut vraiment être très fort. Moi, je pense que je manquais un peu de volume, mais sinon, il y a peut-être moyen de descendre sous les 2,40, mais de là, disons, à inquiéter le premier, je pense que c'était un peu difficile aujourd'hui. Objectif de Gaspard Fonbonne pour cette édition, améliorer le record de l'an dernier en descendant sous les 2h39 minutes. C'est chose faite, il a parcouru les 42 km en 2h38 minutes. Sur les derniers kilomètres, on avait le vent en pleine face, on était très exposés, donc la fin de course c'était vraiment difficile. Tout le début ça allait, voilà, j'améliore d'1 minute par rapport à l'an dernier et d'1 minute par rapport à 2015. Donc voilà, dans 30 ans, je battrai peut-être le record du monde. Avant le record du monde, l'Auvergnat a déjà donné rendez-vous à ses adversaires en 2019 pour tenter de battre cette nouvelle performance. Nous allons maintenant parler de handball dans ce magazine. Le club de Montigny-le-Bretonneux a connu une première partie de saison mitigée. Chez les filles, le club est classé à la dernière place du championnat de National 2, alors que l'équipe visait à la montée au mois de septembre. Chez les garçons, par contre, rien à signaler. Ils sont actuellement 2e en honneur régional. Pour nous parler du club, nous recevons sur ce plateau le président Christophe Reding. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tout d'abord, on va parler des filles. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné sur cette première partie de saison ? Vous visiez le podium, voire la montée en début de saison. Tout à fait. Bon, rien n'est fait encore jusqu'à la fin de saison. On est parti sur un groupe reconstitué pour partie. Et on a subi en fait quelques blessures chez certaines joueuses cadres qui a impacté malheureusement les résultats, l'esprit de groupe, les entraînements. Donc par rapport à ça, donc on était un petit peu en difficulté. Dès à présent, nous avons une reprise des entraînements qui s'effectue en fait ce soir, avec un premier match ce week-end contre Aubervilliers, où on escompte en fait que ça revient comme l'année dernière, une remontada, pourquoi pas, mais en tout cas on l'espère. Alors sur le plan comptable, vous n'avez pour l'instant aucune victoire à votre actif. Est-ce que ce n'est pas trop difficile à gérer avec les joueuses ? C'est compliqué. On a quand même eu une victoire en Coupe de France. Sur le championnat, effectivement, on a eu un premier match qui était un match nul. Et puis après, c'est vrai qu'on a enchaîné quelques défaites. Il faut qu'elle trouve le moral. C'est vrai qu'une victoire, ça aide. La victoire, ça aide toujours, même pour faire passer les petites douleurs. Il n'y a rien de tel que gagner des matchs. Vous en parlez, vous, avec les joueuses ? Bien sûr, mais on les
On essaie en fait, le staff dirigeant, on essaie de ne pas dramatiser. On essaye surtout d'être un support, d'être une aide en fait aux joueuses. Vous conservez votre confiance en Denis Cholet, l'entraîneur de l'équipe ? Oui, tout à fait. On s'est réunis la semaine dernière. Je lui ai donné tout à fait ma confiance. Je la renouvelle et je souhaite en fait, comme je vous l'avais dit précédemment, lorsque je m'engage avec un entraîneur, ce n'est pas pour faire du court terme ou du moyen terme, c'est vraiment pour avoir un projet de club. Il est au club depuis 1 an environ. Il est là depuis 1 an. C'était un ancien. Il est parti, il est revenu. Et là, honnêtement, on a un projet avec de la formation des jeunes, l'intégration des plus jeunes. En fait, c'est là l'idée. Et en fait, on ne peut pas se permettre en fait de changer tous les 6 mois ou tous les ans d'entraîneur. Donc, son message continue à passer ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Il arrive, il a un message en fait, il a un projet de jeu qu'il lance, un suivi sur les filles et suivi sur les plus jeunes également. L'année dernière, vous étiez dans le top 5 de National 2. Cette année, vous êtes du coup à la dernière place. Est-ce que le championnat est-il peut-être finalement plus dur que la saison précédente ? Non. Avec plus d'équipes de haut niveau ? Non, pas plus dur. Le championnat est pas plus dur. L'année dernière, on a vécu un peu la même chose après la descente de N1 en N2. On avait beaucoup de filles qui nous avaient quittés. On est reparti sur une reconstruction. Et en soi, à la même époque, on était également dernier. Et en fait, on a fini 5e sur en fait une succession de victoires jusqu'à la fin de saison. Ça va peut-être devenir une habitude à Montigny. On va peut-être pas prendre une habitude parce que c'est quand même un petit peu stressant, mais il faut que la mayonnaise prenne. Voilà, clairement sur ça. Et qu'est-ce qu'il faudra améliorer sur cette deuxième partie de saison ? C'est ma dernière question sur les filles. En fait, clairement, de la confiance en soi chez elles et comment dirais-je, pour certaines, peut-être un peu plus d'acidité qui est à manquer. En fait. Alors, du côté des garçons, par contre, tout va bien. Ils sont pour l'instant 2e du championnat. C'était un objectif en début de saison ? Alors, l'objectif, la montée, parce que finalement, ils sont dans la course à la montée. Alors, l'objectif, en fait, on souhaite que cette équipe 3e masculine, à égalité. Hein. C'est que cette équipe masculine, en fait, monte en excellence région depuis plusieurs années. Bon, il nous manque toujours des finalités. C'est un groupe, c'est soumis aussi à des blessures, c'est différentes choses. Et là, par le biais en fait d'une entente avec le club de voisins, qui eux l'année dernière étaient en excellence, donc on a une certaine expérience. On a quelques joueurs qui viennent s'intégrer à notre collectif. Il vient en fait s'étoffer. Avec en fait une certaine expérience aussi d'un niveau supérieur, donc ça c'est quand même plaisant. Et puis en fait on a aussi un bel esprit de groupe qui est là depuis plusieurs années, une envie collective en fait de monter. Aujourd'hui, il faut qu'ils le veuillent, quoi. S'ils le veulent, ils iront, quoi. Voilà, c'est ça. C'est vraiment se dire, on va aller jusqu'au bout, on veut jouer cette montée. Par contre, grosse difficulté par rapport aux années précédentes, c'est qu'en fait, avant, on était sur une ligue Île-de-France-Ouest. Cette année, en fait, on a fait une fusion des ligues avec l'Est, et donc on est sur une ligue beaucoup plus importante. Et en fait, on rencontre des équipes assez dures sur le côté Est. Donc, le challenge est d'autant plus dur. Vous pensez qu'il peut y avoir 2 équipes en national d'ici les prochaines saisons ? Une chez les filles, une chez les garçons ? Ça peut être possible ? Alors, c'est pour ça qu'avec les clubs du bassin de Saint-Quentin, on met en place de différentes ententes. Aujourd'hui, Plaisir a un groupe en fait en National 3. L'idée, c'est qu'on s'entende, qu'on forme des jeunes pour pouvoir alimenter ça. Dans un premier temps, le plus haut niveau régional en fait serait en fait à souhaiter, en tout cas pour Montigny. Si en fait Plaisir vient à développer encore son niveau, ben oui, effectivement, nous on veut suivre le c'est chemin. Envisageable. Voilà, ce serait dans ce sens-là. En fait. Merci à vous d'être passé sur ce plateau, Christophe Reding. On souhaite à vos féminines de Montigny-Bretonneux d'engranger leur première victoire de l'année contre Aubervilliers ce samedi à 20h30 au gymnase Pierre de Coubertin et aux garçons de monter en fin de saison. Merci beaucoup. Merci Mickaël et à bientôt. Au revoir. Je vous propose à présent de partir du côté de la piscine Aquamundo de Saint-Cyr-l'École. Armé de ses palmes et de sa combinaison, Paul Gérard tente de repousser chaque semaine les limites du corps humain en apnée dynamique. À 18 ans, l'apnéiste est considéré comme l'un des meilleurs en France. Son portrait, un montage de Jules Greneville. Paul Gérard, 18 ans, est l'un des meilleurs apnéistes français de sa génération, auteur de 167 mètres au dernier championnat de France. Le jeune prodige a réussi à se faire un nom dans le monde de l'apnée dynamique, une discipline qu'il a découvert en 2012. En fait, c'est ma mère et mon grand-père qui pratiquaient depuis tout petit. Et en fait, ma mère, à l'âge de 12 ans, elle m'a dit pourquoi ça te dirait d'aller plonger une fois ou deux. Et puis on est parti plonger, puis ça m'a directement plu. Et puis en fait, je me suis mis donc à partir de là à l'apnée.
Aujourd'hui, Paul est addict à ce sport. L'apnéiste s'entraîne 1 à 3 fois par semaine pendant 2 heures entre Saint-Germain-en-Laye et Saint-Cyr-l'École. Des sessions qui lui permettent également de travailler son mental sous l'eau. Au début, je pense à ma glisse, donc je pense à l'effet que l'eau a sur mon corps. Et puis petit à petit, au fur et à mesure, je commence à me dire que c'est dur l'apnée, que je souffre. Mais j'essaie justement de passer à autre chose et de me concentrer sur ma glisse. Des entraînements qui ont payé. Le jeune sportif d'1,86 m vient d'être sélectionné pour participer à un stage avec les espoirs de l'équipe de France en février prochain à Mulhouse. Je suis assez impatient d'y être, je suis assez impatient de rencontrer tout le monde, de partager, d'échanger pour essayer de progresser encore plus. Une expérience qui lui permettra peut-être de réaliser l'un de ses plus grands objectifs, aller au-delà des 200 mètres en apnée d'ici les 2 prochaines années. Amateur de sensations fortes, Paul Gérard ne manque pas d'ambition. Il participera également à l'Ironman de Nice le 24 juin prochain. Au programme de l'épreuve, 3,8 km de natation, 180 km de vélo avec 2000 mètres de dénivelé. Et pour finir, un marathon. À 18 ans, Paul sera l'un des plus jeunes participants de l'épreuve. Un autre talent yvelinois fait également parler de lui en ce moment sur la toile. Son nom, Louis Boniface. Le Verriérois de 20 ans totalise plusieurs millions de vues en faisant de la slackline, un sport qui ressemble au funambulisme, créé dans les années 80 aux États-Unis. Le concept, les sportifs doivent réaliser des figures sur une sangle élastique tendue, une discipline dans laquelle Louis Boniface, le prodige de la Verrière, excelle. Il est l'un des meilleurs Européens à l'heure actuelle. Pour nous parler de cette discipline et de son parcours, nous sommes avec Louis Boniface en plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors pourquoi vous êtes-vous lancé dans cette discipline ? Donc actuellement je me suis lancé tout simplement parce que à la base je suis gymnaste et donc je cherchais par la suite à arrêter le sport de haut niveau en gymnastique et donc avoir un sport continuant dans l'acrobatie générale et je suis tombé là-dessus parce que mon père est tout simplement grimpeur. La slackline vient de l'escalade et donc du coup j'ai vu que je pouvais marcher, j'ai vu sur internet que je pouvais faire des petits saltos, des choses comme ça, et c'est venu. C'était vers quel âge ? Il y a 5 ans, donc maintenant j'avais 15 ans, 15-16 ans, voilà. Et comment avez-vous connu justement ce sport qui est peu médiatisé en France, finalement ? C'est par votre père ? Exactement. Tout simplement, en fait, dans les magasins d'escalade, ils vendent des slacklines. Bon, maintenant, ça s'est vraiment démocratisé un peu partout. Mais voilà comment j'ai découvert ça. Il m'a offert ça. Et puis, j'ai commencé à en faire un tout petit peu. Et c'est surtout sur Internet que j'ai vu que je pouvais développer ça. Et donc, voilà. Alors, quelle qualité doit-on avoir pour être un bon slackliner ? Alors, pour être un bon slackliner, il n'y a pas de choses particulières qu'il faut avoir, hein, parce que c'est quand même un sport d'équilibre. Du coup... on travaille énormément la motricité, on travaille énormément l'isométrie du corps, etc. Par contre, pour la partie freestyle, là, il faut vraiment avoir un corps solide, disons une bonne préparation physique, une bonne endurance et un bon repère dans l'espace. Voilà, il faut avoir une bonne acrobatie, donc soit une base de gymnaste, trampoliniste ou autre sport. Il ne faut pas avoir le vertige, je suppose. Exactement, alors ça, pour les personnes qui souhaitent aller en hauteur, il ne faut pas avoir le vertige. Là, c'est vraiment un combat sur soi-même. Et voilà, l'appréhension du vide, elle est vraiment présente lorsque, par exemple, on est dans les gorges du Verdon ou encore plus près, on a le Saussois du côté d'Auxerre, qui sont les falaises à proximité de la région parisienne. Alors, je disais précédemment, vous êtes l'un des meilleurs en Europe. Est-ce que vous attendiez à atteindre ce niveau quand vous avez commencé ? Ah oui, complètement. Complètement, vous avez confiance en vous ? En fait, je sortais vraiment du haut niveau. En gymnastique, hein, j'étais au pôle espoir de Vélizy, je m'entraînais 25 à 30 heures par semaine. Et lorsque j'ai découvert ce sport, de toute façon, je me suis dit que je me laisse 1 an pour faire champion de France. Et donc, j'ai commencé à m'entraîner tous les jours dessus. Et puis, c'est vrai que venant d'un passé gymnique, je savais que j'avais un beau potentiel dessus, qui fait qu'actuellement, je suis dans le top 3, top 5 européen, ce qui est déjà vraiment pas mal du tout. Combien d'heures vous faites de la slackline par semaine ? Alors, pas tellement. Avant, j'en faisais beaucoup plus, j'en faisais une quinzaine d'heures. Là, maintenant, je suis plutôt à 10 heures. Mais par contre, je fais beaucoup de travail à côté. C'est-à-dire qu'actuellement, j'ai arrêté la gymnastique pour faire que du trampoline et améliorer en fait mon acrobatie, mon repère dans l'espace. Tout ce qui est travail d'équilibre,
un petit peu comme on peut faire chez le kiné ou autre. Et là par contre, je passe pas mal de temps là-dessus. Parce que sur la slackline en elle-même, au niveau du rebond, il y a beaucoup de contraintes, notamment au niveau du dos. Du coup, pour cela, on met beaucoup d'exercices en place. Alors, vous avez également réussi ce que personne n'avait réussi auparavant, une triple rotation, comme on peut le voir en ce moment à l'écran. Comment fait-on pour réaliser ce type de figure? Alors, comment on fait... C'était une première mondiale. Voilà, donc c'était une première mondiale. Comment on fait? Tout simplement, on s'entraîne beaucoup au trampoline, à réaliser des triples avant pour travailler notamment les repères visuels et l'oreille interne, parce que l'oreille interne, elle compte beaucoup pour se repérer. Et après, il faut le grain de folie et la persévérance. On a mis 9 sessions de 3 heures. Vous l'avez tenté combien de fois au total? Pas beaucoup, à peu près 3 à 4 fois par session, donc moins d'une trentaine de fois. Est-ce que vous avez peur encore quand vous faites de la slackline? Oui. Oui, on a peur, c'est le but. En tout cas, si j'ai pas peur, j'estime que je me suis mal entraîné ou qu'il faut que je revoie mes objectifs. Là, actuellement, je travaille sur une nouvelle figure. Donc voilà, je peux pas en dire plus. Mais oui, j'ai peur, j'ai très peur. C'est l'exclu mondial. Voilà, exactement. Ça fait... maintenant, ça fait plusieurs mois que je suis dessus. Voilà, sur deux mois et demi de travail, j'ai dû l'essayer concrètement peut-être une quinzaine de fois. Donc voilà, il y a beaucoup de préparation mentale, préparation physique, parce que les chocs, c'est quand même pas facile à encaisser. Et vous faites également des vidéos artistiques qui sont vues des millions de fois sur Internet. Pourquoi avoir choisi de faire ce type de vidéo? Tout simplement parce que la slackline aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de grosses compétitions officielles. Il n'y a pas de fédération. Que ce soit en France ou à l'international, il n'y a pas en tout cas de fédération qui organise des compétitions. C'est un peu comme tous les sports extrêmes, c'est les marques qui organisent cela. Moi, je me suis dit, voilà, pourquoi pas aller dans un monde artistique, sortir un petit peu de l'ordinaire. Et donc, du coup, on en est arrivé là, avec Johan Grignou. Qui réalise les vidéos. Voilà, qui réalise toutes mes vidéos avec... sa coopérative de samouraï depuis peu. Tout simplement, après le côté artistique, on a voulu faire passer des messages, ce qui rend vraiment un intérêt à la vidéo, notamment Headway. Et je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. On a aimé, on était jeunes à ce moment-là, on avait 16 ans et demi. Lorsqu'on a fait notre plus gros projet vidéo. Actuellement, on retravaille encore sur d'autres projets artistiques avec d'autres formats vidéo, plutôt documentaires, des choses comme ça. Toujours pour transmettre des messages. Et je trouve qu'il y a vraiment un intérêt au-delà de la performance du slackliner. Dernière question, est-ce que vous comptez vous arrêter un jour? Très rapidement, vous avez 10 secondes. Non, franchement, je compte pas m'arrêter. En tout cas, tant que je peux marcher, je serai toujours sur la slackline. Merci à vous, Louis Boniface. Et on rappelle que la slackline est très difficile, très dangereuse pour les enfants et que tout le monde ne doit pas essayer à la maison. Merci d'être passé sur ce plateau, en tout cas, Louis Boniface. Merci. On continuera évidemment à vous suivre sur TV78. On passe maintenant à notre page agenda. On commence cet agenda par de la boxe. Le grand combat franco-français entre Marvin Petit et Samir Kasmi est programmé le 20 janvier prochain au Palais des Sports Marcel Cerdan de Levallois. Si l'élan courtois de 26 ans sort vainqueur de son combat, il remportera la ceinture WBA intercontinentale et fera son entrée dans le top 10 mondial. Pour préparer au mieux ce rendez-vous crucial pour la suite de sa carrière, l'élan courtois se prépare depuis une quinzaine de jours en enchaînant les mises de gants. On l'écoute au micro de TV78. Ce qui va faire la différence, c'est que... On va dire c'est celui qui est le plus prêt, mais là je pense que je suis plus prêt que lui. Il est prenable. Tout le monde est prenable. Même moi, je suis prenable. Tout le monde est prenable. Après, dans la vie, il faut s'entraîner, il faut pas penser à l'adversaire, il faut s'entraîner dur. Et après, voilà, on remonte sur le ring le jour même et on se dit que c'est la guerre, quoi. Marvin Petit n'a connu qu'une seule défaite dans sa carrière en 24 combats. C'était en juin 2013 contre Yvan Mendy. À noter également dans vos agendas, un tournoi de badminton est programmé ce week-end au Palais des Sports d'Elancourt. Plus de 350 joueurs venus de toute la France vont s'affronter en double. Le samedi, des matchs hommes et femmes seront programmés et le dimanche, ce sera au tour des doubles mixtes. L'entrée est gratuite pour les spectateurs.
Handball, Trappes reçoit ce samedi 13 janvier à 18h Argenteuil en 32e de finale de Coupe de France départementale. Une victoire et les trappistes pourraient accéder au final régional. Si vous voulez suivre la rencontre, le match est programmé au complexe sportif Youri Gagarin. Au tour précédent, Trappes l'avait emporté 39-38 contre Meudon grâce à un but à la dernière seconde. Toujours à Trappes, mais cette fois-ci en football. L'équipe senior recevra plutôt ce dimanche 14 janvier à 15h pour le compte de la 13e journée de Régional 4. Victoire impérative pour les trappistes qui sont actuellement 9e du championnat à 3 petits points de la zone de relégation. Après avoir été sur le podium en début de saison, Trappes devra réaliser l'exploit contre le 6e plus tôt pour remonter au classement. Enfin, du cyclisme pour refermer ce magazine. La présentation officielle du Paris-Nice 2018 se tiendra ce mardi 9 janvier à l'hôtel du département à Versailles. C'est une certitude, la mythique course au soleil créée en 1933 partira une nouvelle fois depuis les Yvelines au mois de mars pour la 9e année consécutive avant de rejoindre le sud de la France. Après Bois d'Arcy en 2017, les cyclistes devront passer selon les toutes premières rumeurs du côté d'Elancourt pour cette 76e édition. Réponse demain aux alentours de midi. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau magazine. D'ici là, passez une excellente semaine sportive.